La piste de 98, suite des aventures de nos héros, les pionniers chercheurs d'or qui sont montés à l'assaut de la Chilkoot Pass. Alors, une fois avoir franchi cette montagne indomptable et pleine de dangers, nos prospecteurs ne sont pas au bout de leurs péripéties ni de leurs surprises. Ils croient que les rivières d'or se trouvent derrière la montagne, mais il n'en est rien. Ce n'est que la première étape de ce parcours périlleux qui va les entraîner vers l'Eldorado. Et donc quand ils ont franchi cette montagne, ils se retrouvent face à une étendue, le lac Bennett, et c'est la porte d'entrée d'une autoroute qui va les emmener vers Dawson, mais cette autoroute s'appelle le fleuve Yukon, la rivière Yukon. Et cette rivière est loin d'être paisible, elle est parsemée de rapides, de dangers, de rochers et de toutes sortes de dangers qui va les attendre. Et nos prospecteurs n'ont pas de radeau. Donc quand ils arrivent de l'autre côté, ils doivent se débrouiller et confectionner des radeaux de fortune. Je vous laisse imaginer le sort de beaucoup de ces embarcations de fortune et de nombreux naufragés qui périrent sur les flancs de la rivière. Donc je reprends ma lecture avec nos héros. Ils ont passé quand même plusieurs semaines à traverser la Chilkoot Pass et il semblerait que le printemps arrive au Yukon. Chapitre 17 du livre 2. Le printemps au Yukon. De majestueuses montagnes couronnées de neige, et nous étions maintenant sur une terre de lumière, de douceur et de joie. Les vallées couvertes d'un pâle manteau d'émeraude, les saules frémissent au bord du lac et les ruisseaux, les crocus sauvages ourlent de violet les creux des ravins. L'hiver se retire, entraînant derrière lui ses derniers haillons de neige sur les montagnes. J'abandonnais mon cœur à l'émerveillement et à la joie, vibrant à l'unisson de la grande harmonie de la nature. Je ne pus trouver des mots suffisants pour peindre la gloire de ce printemps doré, alors que nous mettions à la voile sur les eaux ensoleillées du lac Bennett. La douloureuse piste de terre était oubliée, car l'eau claire frappait gaiement la proue. Des chants d'allégresse montaient dans l'air. Des hommes aux yeux ardents lançaient vers le ciel des bribes de mélodie tout en peinant sur les avirons. Des banjos, des mandolines, des violons, des flûtes se mêlaient à leurs sons. La grande nuit calme n'était jamais sombre. Les lacs profonds étaient infiniment sereins. Les hautes montagnes se profilaient majestueusement. Du monde entier semblait s'élever une harmonieuse symphonie, à laquelle le flot montant des Argonautes ne pouvait apporter aucune discorde. Parmi ceux qui étaient partis avec nous, seuls Mervyn et Wesson étaient à l'avant-garde. Ils avaient vaincu la piste. Ils étaient capables de lutter avec les hommes du Haut-Nord, avec les Sordos de la vallée du Yukon maintenant. Il y avait aussi la bande d'employés de banque, le demi-sang et Belhammer. Quant aux Wittgensteins, ils avaient 3 jours d'avance sur nous. Ils ont été habiles, déclara le prodige. Ils dirent qu'ils avaient installé un restaurant à Bennett et ils ont fait fructifier leur argent. Madame cuisinait, son mari faisait le gros ouvrage et la petite servait à table. Ils ont gagné une assez forte somme et maintenant ils sont en route pour Dawson avec une bien jolie péniche. Je scrutais sans cesse l'horizon avec l'espoir de les rejoindre, car je pensais constamment à Bernard. Son petit visage si tristement tendre me hantait et je me remémorais toujours notre dernière entrevue. À certains moments, je me blâmais de l'avoir laissé partir si aisément. À d'autres, je me félicitais de ne pas avoir laissé mon cœur dominer ma raison. Maintenant,
nous nous dirigions vers le lac Tagish. Sa tête grise, nue sous la brise, un refrain de cantique aux lèvres, Jim le repenti tenait la barre. Sous les ardents rayons du soleil, son visage était plein de gaieté, ses yeux brillaient d'espérance. Penché vers l'eau, le prodige y laissait traîner un appât pour tenter de saisir les énormes truites qui vivaient dans les profondeurs du lac, tandis que James somnolait à la poupe. Pendant qu'il dormait, je remarquais ses fines narines, ses minces lèvres aux plis amers, ses bras nus tatoués de singulières devises. Il portait sur toute sa personne la marque de l'indistinction. Pourtant, dans quelle partie du monde avait-il quitté sa véritable route? N'y avait-il pas quelques femmes gracieuses et charmantes qui le pleuraient dans l'Angleterre lointaine? Nous arrivâmes à Windy Arm, endroit sauvage, désolé, déprimant. Sous un vent furieux, les bateaux dérivaient vers une côte de fer. C'est alors que des cris se firent entendre dans la nuit et nous vîmes des épaves sur la berge. Pendant 12 mortelles heures, nous tirâmes sur les avirons. Enfin, nous finîmes par échapper au danger. Au lac Tagish, où nous arrivâmes, régnait un calme mortel. Un soleil de plomb dardait ses rayons et un véritable brouillard de moustiques nous enveloppait. Épuisés par la chaleur, les mains en sang, nous serrions désespérément les avirons, nous jurions, nous peignions. Lorsque nous pénétrâmes sur la rivière de 50 miles, nous découvrîmes une vallée géante. Des forêts jusqu'au sommet des montagnes immenses. Et ici, dans le bas, la petite rivière s'arrondissait comme un ruban d'argent. Et la grande foule des enthousiastes en suivait le cours. Ils rompaient le silence et émerveillaient les ours de leur sommeil glacé. La forêt flambait des incendies que leur feu allumait. C'était maintenant la rivière qui portait nos fardeaux. Elle était pour nous douce et infatigable, une infatigable bête de somme. Lentement, tranquillement, elle nous conduisait vers notre but. Pourtant, à sa chanson monotone s'ajoutait une note menaçante. On nous avait parlé de ravins et de rapides. Tandis que nous luttions contre les moustiques, nous nous demandions à quel moment viendrait le danger et comment nous pourrions en triompher. Un soir, alors que nous descendions la rivière, le courant s'accéléra soudainement. Les rives se mirent à fuir avec une extraordinaire célérité. Nous franchîmes rapidement un tournant et nous nous trouvâmes en face d'un terrible défilé, droit devant nous. Il nous semblait voir un immense mur de rochers. La rivière paraissait sans issue, mais en approchant, nous aperçûmes une étroite fente dans la masse de pierre vers laquelle l'eau se précipitait en grondant. Le courant nous emportait furieusement. Nous n'avions aucun espoir de reculer. James était à son poste et ses yeux brillaient du regard aigu de l'homme qui aime les fortes émotions. J'étais à la proue quand brusquement je vis devant nous une péniche qui cherchait vainement à regagner la rive. Elle contenait 3 personnes, 2 femmes et un homme. L'homme qui tenait une corde sauta à terre et tenta d'attacher l'embarcation à un arbre. Il échoua par 3 fois. Il courait le long de la berge en vociférant. Je me rendais compte ensuite que l'une des femmes avait sauté également, mais au même instant. La corde se rompit et la péniche, emportant la seconde femme, se dirigea en tournoyant vers la gorge. J'oubliais notre propre danger. Un cri de terreur parvint jusqu'à nous, et la femme, demeurée seule, se laissa tomber au fond de la péniche, en couvrant le visage de ses mains.
L'embarcation tournoyait puis plongeait en avant dans le remous furieux de la gorge. Cependant, la rivière nous entraînait aussi, et nous nous trouvions maintenant au milieu du défilé. L'obscurité s'accentua. De chaque côté se dressaient des parois sombres qui nous dominaient. La rivière semblait bondir et s'enfler. Elle était en son centre de 4 pieds plus haut que sur les côtés. Elle se soufflait de grandes vagues monstrueuses qui se succédaient avec une extraordinaire rapidité. Notre course se précipitait et les autres murailles couvertes de mousse disparurent vite derrière nous. Vers le milieu de la gorge, une sorte d'immense bassin circulaire ressemblait au cratère d'un volcan. Au centre se trouvait un gigantesque tourbillon, au milieu duquel nous vîmes, animé d'un mouvement giratoire, l'infortunée péniche. La femme qui s'y trouvait était toujours accroupie dans le fond. La clarté était maintenant très faible et nous étions à demi aveuglés par l'écume. Mais je me cramponnais à la croupe et je regardais. J'entendis quelqu'un crier « Évitez la péniche et le tourbillon !» Il était presque trop tard. La malheureuse embarcation fit un nouveau tour et se dirigea vers nous. Nous aurions été renversés si Jim et James ne s'étaient pas penchés désespérément vers les avirons. La péniche passa en tournoyant au pied de nous. Saisi d'horreur, je reconnus Bernard. Je sautais d'une hauteur de 5 pieds au moins et je me trouvais à moitié dans l'eau, à moitié dans l'embarcation. Je me hissai dans le bateau et j'entendis crier mes compagnons, tandis que le courant nous entraînait vers la gorge. Je jetai un regard autour de nous et poussai aussi un cri, car les 2 gaffes étaient tombées par-dessus bord. Puis je me penchai vers Verna et lui criai dans l'oreille « N'ayez pas peur, je suis avec vous. » Si un ange était tombé du ciel pour la sauver, je ne crois pas que la pauvre enfant eût été plus surprise. Une fois encore, je lui criai « Tout va bien, n'ayez plus peur, nous sortirons d'ici. » Mais nous étions entraînés par le courant central et nous nous trouvions au milieu du torrent qui, dans ce crépuscule éternel, grondait, s'élevait et s'abaissait entre les murs rongés par le temps. L'eau nous faisait tournoyer sans merci, nous couvrait d'une écume épaisse. Les yeux clos, le cœur battant, nous attendîmes. Soudain, la lumière devint plus intense, les vieux rochers disparurent, nous voguions sur des eaux plus apaisées. Et de chaque côté, les vallées montaient en pente douce vers le ciel. Je contemplais le visage de Bernard. « Grâce à Dieu, j'ai pu vous rejoindre. »« Oui, grâce à Dieu, répondit-elle d'une voix faible. Je remercie le ciel de vous avoir envoyé. » Elle avait à peine parlé, que je me rendais compte que le danger était loin d'être écarté. Nous étions toujours impitoyablement emportés par le courant et j'entendais déjà le grondement du rapide. « Soyez brave, Bernard, criai-je, et ayez confiance en moi. » Elle regardait aussi devant elle, les yeux dilatés par la peur. Pourtant, en entendant mes paroles, elle devint bien plus calme et son visage prit une expression de joie qui me remplit le cœur d'allégresse. Elle se serra contre moi et attendit. Notre embarcation flottait et commençait à tourner comme un fétu. Trempés, assourdis, étourdis par les chocs répétés, nous pensions à chaque instant que nous allions couler. La fin du cauchemar ne viendrait-elle jamais? Des heurts, des craquements, des gémissements nous terrifiant. Nous étions roulés, battus, assaillis, puis brusquement le calme se fit. Nous suivions à nouveau une courbe de la rivière, à l'ombre d'une haute muraille. Si seulement nous pouvions l'atteindre. Mais non, le courant nous emportait une fois de plus. Et je compris que l'instant le plus dangereux était maintenant venu, car à 200 mètres environ devant nous se trouvaient les redoutables chutes de Whitehurst. « Fermez les yeux, Bernard !» criai-je. Nous atteignîmes à ce moment l'endroit terrible qu'il nous fallait franchir. Le flot qui se brisait en ce lieu était rejeté en arrière et avec un grondement étouffé formait un tourbillon d'écume. Pendant un instant, les éléments déchaînés se livraient. Entre eux, un combat de titans puis se libérait enfin. La rivière tombait dans un bassin inférieur. « Couchez-vous, Bernard !»
Nous nous laissâmes glisser tous les deux au fond de l'embarcation. Je sentis sa main humide s'appuyer sur la mienne et tout son être chercher appui auprès de moi. Encore un instant, et nous serons sauvés. Le tonnerre furieux des vagues s'éleva encore une fois. La péniche les aborda bravement de front. Nous fûmes de nouveau soulevés, précipités en avant, balancés, secoués terriblement. Pourtant le dénouement paraissait proche. Nous montions et nous paraissions vaciller, à demi inclinés sur le gouffre. Je fus saisie d'angoisse, la barque se redressa et nous plongions de nouveau violemment en avant. Ce fut terrible. J'abandonnai tout espoir. Je sentis le corps de Bernin faiblir entre mes bras. Comme c'était long, le diabolique marteau frappait sur nous de ses eaux violentes. Oh, mon Dieu! Enfin, trempés de la proue à la poupe, à demi renversés et brisés, nous fûmes poussés dans le calme bassin inférieur. Fin du chapitre dans les rapides. De La piste de 98 de Robert Williams Service, lu par Charlotte Longépé.